Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le devinez, je ne peux pas être présent avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que, on a fait le choix de réaliser cette, vidéo qui va me permettre de parler du lien entre intervention et développement durable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, l'absence de déplacement de ma part a fait, économiser le rejet de 24 kilogrammes de carbone dans l'atmosphère et ce malgré l'utilisation du streaming vidéo pour, vous présenter ce film. Donc, je vais vous parler de la conduite d'intervention et le lien avec le développement durable dans un premier temps. Alors pour cela, on va utiliser une intervention fictive qui vous est décrite sur cet écran. Donc cette intervention est découpée en séquences. Une première séquence d'observation et d'entretien qui pourra être réalisée sur 3 jours avec 2 consultants. Une deuxième séquence qui est un copil où les 2 consultants vont venir. Une troisième séquence où on refait des observations et des entretiens. Voilà, une intervention très très basique et simplifiée qui a juste pour vocation non pas de traiter de la conduite d'intervention, mais de parler du lien entre cette intervention et le développement durable. Alors, nos 2 consultants prennent le train à Paris-Montparnasse, puisque c'est un cabinet parisien qui intervient, et vont à Tours, puisqu'ils interviennent sur la ville de Tours auprès d'une entreprise en Touraine. Je rappelle, c'est fictif, ça ne s'est jamais déroulé. Donc, pour pouvoir faire cette intervention, ils vont déjà avoir un premier déplacement où ils vont se déplacer tous les deux, et puis ils vont revenir en région parisienne. Et là, il va y avoir le rejet de 3,2 kg de carbone, si on en croit la SNCF, qui donne qui donne à chaque aller simple un niveau de rejet de 0,8 kg de carbone. Et puis ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'intervention, et on a un total de ces déplacements de 22,4 kg. Alors pour vous donner une idée, afin de relativiser ces chiffres, une ampoule basse consommation qui est allumée pendant 1 heure consomme 10 grammes de CO2. Alors, autre point qui est important d'intégrer, c'est que ces déplacements, ces 22,4 kilos, ne représentent que les rejets qui sont liés au déplacement en train. Évidemment, il faut aller jusqu'à la gare, parce que j'espère que les consultants n'habitent pas dans la gare elle-même. Et donc, généralement, on utilise son véhicule, et là, ça fait largement flamber la facture en termes de rejet. Et puis, il y a tout un tas d'autres domaines qui sont liés à des dégradations de l'environnement, par exemple avec l'usage du numérique, avec peut-être l'usage de l'imprimante, l'usage d'encre, etc., etc. Donc on le voit, le choix qu'a fait ce cabinet d'intervenir de cette façon-là à Tours va avoir un impact sur l'environnement. Alors est-ce qu'il aurait pu refuser d'intervenir? Alors peut-être, des cabinets refusent déjà d'intervenir parce qu'ils ne se considèrent pas compétents sur certaines problématiques en raison de leur complexité. Par exemple, dans le secteur nucléaire, on peut refuser d'intervenir parce que la complexité liée aux enjeux de sécurité est telle qu'on ne se sent pas compétent pour intervenir dans ce secteur-là. Mais on peut également refuser d'intervenir parce que la situation ne nous semble pas propice, par exemple en raison d'un conflit ouvert entre des acteurs de la situation de travail. On peut avoir une suspicion d'être face à une demande d'ergonome alibi pour arriver à faire passer quelque chose, donc on peut aussi refuser d'intervenir pour cette raison-là. Et puis il y a plein d'autres raisons qui font qu'on peut refuser d'intervenir. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas refuser d'intervenir parce qu'on pollue trop? Peut-être, c'est une possibilité qui interroge directement ensuite l'avenir du cabinet qui va restreindre sa zone de travail à une région bien délimitée, qui va éviter de s'en éloigner pour des raisons environnementales, et donc du coup qui peut mettre en péril sa santé économique. Voilà, donc c'est toujours possible de refuser, mais néanmoins ça interroge directement au final le chiffre d'affaires de ce cabinet-là, qui va être dans cette situation de refus. Maintenant, nous avons parlé des transformations du travail, puisque l'intervention vise la transformation du travail, avec toujours quelques exemples afin d'arriver à une conclusion un petit peu plus générale. Donc, premier exemple, on cherche à renouveler le mobilier d'une entreprise pour des raisons X ou Y qui sont liées aux conclusions de notre intervention. On utilise la brochure de l'INRS pour avoir un certain nombre de pistes pour améliorer les conditions de travail des personnes. Et puis, on voit indiquer
qu'un plan de travail réglable en hauteur est souhaité pour que le mobilier soit plus facilement adapté aux besoins du salarié, voire à la variété des salariés qui travaillent sur un même poste de travail. Alors, ce que ne nous dit pas la brochure de l'INRS, c'est qu'un plan de travail réglable en hauteur, s'il est électrique, et généralement il est choisi électrique pour faciliter justement la variation du niveau du plan de travail, donc son réglage, il consomme quand même, il consomme en veille, il consomme 0,1 à 0,6 watts par heure, ce qui n'est pas grand-chose, mais sachant que le bureau est toujours présent et toujours en activité. Dans l'entreprise, il va consommer 24 heures sur 24, c'est 0,1 à 0,6 watts-heure. Alors peut-être qu'il aurait été souhaitable de mettre un bureau avec un réglage en hauteur mécanique pour éviter ces consommations, surtout si on souhaite avoir un grand nombre de postes de travail qui est aménagé de cette façon-là. Voilà un exemple très très basique d'aménagement. On va rester sur l'équipement. La question de l'équipement d'occasion est une question qui peut se poser. Alors il faut savoir que acheter d'occasion, c'est acheter un équipement qui a déjà été produit, qui a déjà eu une vie. Donc c'est le deuxième meilleur choix en matière de développement durable. Le premier choix étant de ne pas s'équiper, alors on est sûr d'avoir aucun impact environnemental. Et à partir du moment où on va essayer de voir avec l'entreprise ou avec l'institution s'il est possible de s'équiper d'occasion, on va rencontrer quelques écueils. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de récupération de la TVA sur l'occasion. Le deuxième, c'est qu'on peut trouver des équipements, certes, qui ont déjà été produits, qui ont déjà eu une vie, mais qui ont des performances énergétiques moindres. Le troisième, c'est que l'entreprise peut s'inquiéter à raison d'une maintenance supplémentaire en fonction de la nature de l'équipement, du fait de son âge, etc. etc. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la question des labels. Donc, vous trouverez sur le site de l'ADEME un grand nombre de labels environnementaux pour une très très grande variété d'objets. Là, je vous ai mis ceux pour les meubles en bois, donc aller vers des équipements qui sont labellisés, donc qui nous garantissent le fait d'avoir été, pour les meubles en bois par exemple, produits dans des forêts durables, avec le minimum ou l'absence de solvants utilisés, etc., etc. Donc ça peut être aussi une démarche à intégrer dans les recommandations, si ces recommandations sont matérielles. Quand on va agir sur l'organisation du travail, un exemple typique va être la recommandation de la mise en place du télétravail. Alors pourquoi typique? Parce que c'est surtout typique du développement durable. Le télétravail, c'est ce qui limite le mieux les déplacements vers l'entreprise. Ça peut permettre aussi aux salariés de rester chez eux quand il y a des contraintes thermiques qui sont fortes dans l'entreprise, donc le moment où on va utiliser vraiment beaucoup la climatisation ou le chauffage. Et puis ça peut permettre de répondre à certaines situations de handicap, et on le sait, dans les 3 piliers du développement durable, il n'y a pas que les questions environnementales, il y a aussi les questions humaines et sociales, et donc le fait que le plus grand nombre puisse accéder au travail et à une vie décente. Alors, en conclusion, on va regarder les 17 objectifs de développement durable. Alors, je ne vais pas les détailler puisque on n'a pas le temps, puis ça n'a pas grand intérêt. Mais on voit que l'objectif 8 correspond assez bien à l'ergonomie, au moins dans sa partie que je vous ai surlignée en orange. Alors, c'est promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif. Toute cette partie de la définition est fortement sujette à discussion, et peut-être une discussion que vous aurez par la suite, mais en tout cas, cet objectif, c'est aussi d'avoir un travail décent pour tous. Et donc, on voit que l'ergonomie a un rôle fort à jouer en matière de développement durable pour fournir ce travail décent pour tous. Et tout l'enjeu de cette présentation, c'est de montrer que si elle a un rôle fort à jouer, je pense qu'on en est tous convaincus ici, néanmoins, elle peut aussi tomber dans un certain nombre d'écueils et avoir elle-même un impact environnemental de par la conduite d'intervention ou par les choix qui sont faits en termes de recommandations. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la présentation a été assez claire. J'espère aussi que j'ai tenu le temps, sinon il faudrait que je fasse une 9e itération de cette vidéo en raccourcissant encore la parole. Et je vous souhaite de belles tables rondes et de beaux échanges. Au revoir.